Le 8 juillet 2023, le destin des habitants du Haut-Vernay bascule. Dans ce hameau des Alpes de Haute-Provence, Émile Soleil, 2 ans et demi, disparaît. Le début d'un huis clos étouffant où toutes les hypothèses sont ouvertes. La première, la prioritaire pour les enquêteurs, l'enfant s'est perdu seul dans la nature. Bienvenue dans le podcast Émile, plongé au cœur d'un cluedo alpin. Un documentaire original, La Provence. Épisode 1, la piste de l'accident. Samedi 8 juillet 2023, 18h12. Ce premier jour de vacances scolaires, le téléphone de la gendarmerie de Digne-les-Bains retentit. Au bout du fil, Anne Vedovini, une habitante du Haut-Vernay, signale l'impensable. Émile Soleil, son petit-fils de 2 ans et demi, a disparu. Pour les militaires, cette alerte marque le point de départ d'une enquête hors norme. Lorsque vous recevez un appel de cette nature, c'est qui ou quoi, quand, comment. Il ne faut surtout pas charger la personne qui est déjà sous le coup de l'émotion en lui demandant une somme de détails incroyables. Le général David Galtier est l'ancien directeur de la police judiciaire de la gendarmerie. La base des questions, l'identité de la personne, où elle se trouve, les lieux, c'est très simple. Et donc, c'est un minimum d'éléments qui sont demandés à cette personne, mais qui vont permettre aux gendarmes d'arriver sur les lieux le plus rapidement possible. Disparition, enlèvement, fugue, accident. Avant même d'arriver dans le hameau du Haut-Vernay, les gendarmes envisagent toutes les pistes. Celle qui est la plus urgente, c'est la piste de l'accident. Jacques Dallest est ancien procureur de la République. L'idée que l'enfant peut être blessé, peut-être cassé une jambe ou tordu le pied et qu'il est en train de pleurer dans un coin, donc il faut aller vite. Pour les gendarmes, le compte à rebours est lancé. Les premières heures vont être cruciales pour tenter de retrouver le petit Émile. 18h40. Près d'une demi-heure après le signalement de la disparition, les premiers enquêteurs arrivent sur place et vont tout de suite au contact de la famille. Ils sont interrogés sur le timing de cette disparition. La version des grands-parents maternels qui a été rapportée auprès des gendarmes. Laurent Blanchard est journaliste au service reportage de la Provence. Marie, la maman d'Émile, dépose son enfant la veille, donc le 7 juillet. Elle s'en va, donc elle a confié son fils à ses parents. Le lendemain, Émile joue avec ses oncles les plus jeunes, parce que dans cette famille, il y a les parents Philippe et Anne Vedovini, qui ont 8 enfants, qui sont âgés entre 6 ans et 19 ans. Donc Émile s'amuse avec les plus jeunes oncles le matin. À midi, il déjeune, une sieste de 3 heures, comme l'a décrit les grands-parents, aux gendarmes là aussi. On arrive donc aux alentours de 16 heures, donc cet après-midi-là. La grosse activité de la journée, c'est quoi ? On va réparer une barrière de l'enclos à chevaux qui se situe à quelques centaines de mètres du hameau du Haut-Vernay. Le grand-père demande à ses fils d'aller chercher des outils à une cabane qui est située donc à quelques dizaines de mètres de la maison familiale. Émile veut à tout prix les accompagner. Son grand-père lui interdit, donc il lui somme de rester à ses côtés, à côté de la voiture. Et là, subitement, il disparaît. Plus de traces d'Émile. Sur la base de ces premières informations fournies par la famille, le travail de recherche peut commencer. On va baliser le territoire et mettre tout de suite un quadrillage en place. Un quadrillage à partir des points de contrôle qui vont permettre de localiser le site. Et donc, on va prendre l'hypothèse à pied. Donc, un enfant qui va faire peut-être 3 km sur 1 heure de cet âge, on va aller jusqu'à 3, 4, 5, 6 autour en fonction de l'heure à laquelle vous avez pu mettre en place votre balisage. Et on va mobiliser nos recherches dans ce quadrilatère. Un large périmètre de plusieurs kilomètres est donc défini autour de la maison des grands-parents, car les enquêteurs le savent, à 2 ans et demi, un enfant est capable de parcourir une longue distance. Un enfant, ça marche. Et donc, ça peut s'éloigner assez loin du point où on l'a vu, en 1 heure et demie, en 2 heures. Et puis, ça ne se pose pas tellement de questions, puisque ça va jusqu'à épuisement.
puisqu'il a la sensation, arrive après, de faim, de soif, de fatigue, et donc ça marche. Ça peut aller curieusement assez loin. Donc il faut toujours prendre cette marge et imaginer, en termes de capacité physique, jusqu'où il peut aller. Et 3 kilomètres, oui, il ne faut pas hésiter, oui, bien sûr, et peut-être même plus. Les petits-enfants sont souvent, les petits garçons, un peu plus turbulents que les petites filles, par exemple. À cet âge-là, on veut découvrir le monde, hein, donc... alors, il y en a des enfants plus timorés que d'autres, mais il avait cette réputation d'être déjà... Mais souvent, un peu les enfants qui sont un peu à la campagne, ils sont un peu plus débrouillards. Et lui, il semblait plutôt enclin à se promener tout seul. Mais les petits, c'est ce qui peut arriver, hein, d'un moment de partir, sans pour autant être considéré comme un enfant turbulent. Mais il semble qu'il ait eu ce profil. Avec ces renseignements, les enquêteurs disposent ainsi d'éléments sur la personnalité de l'enfant pour adapter leurs recherches dans un environnement particulier. Le hameau est composé autour de champs et ensuite très vite on va vers des sous-bois. Mais tout ça est en pente. Donc il y a un versant qui monte et plutôt d'autre côté c'est plutôt descendant. Et les alentours sont traversés par des sentiers, notamment un sentier principal qui part du fameux rond-point central du hameau, qui est un tout petit rond-point. Donc le sentier de randonnée part devant l'église Saint-Martin et donc se dirige vers la nature environnante. Là, donc, ce fameux sentier se répartit en 2 voies, une descendante et une montante. À la lisière d'une forêt, en contrebas d'un massif, le Haut-Vernay est donc un petit village de moyenne montagne, bordé d'un sentier de randonnée potentiellement accidentogène. À partir du moment où vous avez des lieux accidentés, vous avez des points hauts, des points bas, et des risques de glissade, des risques de chute, surtout quand vous êtes en zone montagneuse, où vous avez forcément des pistes qui montent, des endroits un peu plus escarpés que d'autres, un risque de glissade. Surtout un enfant qui n'a peut-être pas des chaussures, qui devait avoir des baskets aux pieds, je pense, des chaussures de montagne, qui peut glisser avec un pas mal assuré, la fatigue de l'enfant qui progresse, qui à un moment peut être moins attentif et peut glisser. Ce qui arrive aux adultes peut arriver a fortiori aux enfants. Face au risque réel d'accident pour le petit garçon, les enquêteurs déploient d'importants moyens pour retrouver sa trace. En plus des gendarmes et des sapeurs-pompiers, un hélicoptère, des drones équipés de caméras thermiques, ainsi que des chiens spécialisés dans la recherche de personnes disparues sont utilisés. Les premières investigations commencent, les premières battues vont commencer de manière spontanée. Il faut savoir qu'il y a des habitants du Vernay, donc du bas Vernay en l'occurrence, parce que la nouvelle se répand rapidement. L'enfant a été signalé disparu à 18h12. Moins d'1 heure plus tard, toute la commune commence à prendre la nouvelle. Donc il y a des habitants du bas Vernay qui montent à ces premières battues. Donc il y a un élan de solidarité qui se met en place d'emblée. Et les premières fouilles s'opèrent plutôt vers les côtés descendants, parce qu'on s'imagine très bien qu'un enfant, c'est la théorie, ne peut pas partir sur une voie montante. Donc les premières recherches se localisent à l'entrée du hameau. Coordination des recherches sur le terrain, premières auditions, engagés dans une course contre la montre, les militaires sont sur tous les fronts. Et rapidement, un premier élément clé survient. Première information majeure de cette enquête, un déchet, un Saint-Hubert, marque au lavoir, à une vingtaine de mètres de la maison familiale, donc au bas de la rue principale. Et là, donc, le chien perd la trace d'Émile Soleil, donc à cet endroit-là précisément. Une première piste, un premier indice, mais l'enfant, lui, est toujours introuvable. Dans le hameau du Haut-Vernay, les minutes défilent, les heures s'égrènent, l'angoisse est palpable, d'autant que la nuit approche. C'est pour ça que c'est une course contre la montre. Avant la nuit, il faut du monde pour aller le plus vite possible, en espérant que l'enfant ne soit pas allé dans un périmètre trop éloigné de la maison. 21h. Moins de 3 heures après le signalement de la disparition du petit Émile, et alors que la nuit tombe sur le hameau, les investigations, elles, ne s'arrêtent pas. C'est pas parce qu'il fait nuit qu'on arrête des recherches. Les recherches sont réorientées, parce qu'on sait très bien que la nuit, de toute façon, ça ne sert à rien d'aller essayer de fouiller des zones boisées. On va avoir des gens qui vont se blesser, des gens qui vont faire des fausses manœuvres. En réalité, il faut partir sur les sentiers, sur les chemins, sur les routes et sur les axes les plus faciles, je dirais, à identifier. Et en tout cas, ce qu'il faut surtout, c'est tenir ces points clés du quadrilatère et y rester. Donc là, il faut qu'on ait des gens qui
soit sur ces points clés du terrain dont on a parlé. Dimanche 9 juillet, 6h du matin. Au terme de cette première nuit de recherche, toujours aucune trace d'Émile. Mais au lendemain de sa disparition, l'espoir de le retrouver vivant reste de mise. Spontanément, en plus des habitants du Vernet, des centaines de personnes affluent dans le hameau pour participer aux recherches. Dès qu'on a su ce qui s'était passé, on est tout de suite venu. Vu qu'on vient de Digne, on n'a pas réfléchi, on est venu pour aider. Dès qu'on a appris qu'il y avait un enfant qui était perdu, c'est traumatisant. On est dans des grandes familles, donc on a des frères et on se dit que c'était notre famille. On aimerait que les gens viennent nous aider. Ça nous paraît logique. C'est horrible ce qui se passe. Sur la piste du moindre indice, de la moindre trace sur le terrain, les gendarmes multiplient ainsi les actes d'enquête et font en parallèle appel à la section de recherche de Marseille, l'unité spécialisée dans les affaires les plus complexes. Son rôle, procéder à un certain nombre d'auditions. Auditions de témoins, des parents, visites domiciliaires. Mais avec l'œil aussi de l'enquêteur qui va essayer de déceler ce qui peut apparaître normal dans la réaction de personnes normales ou pas, de façon, encore une fois, totalement simultanée et en parallèle des recherches opérationnelles. En réalité, c'est l'enquête judiciaire qui démarre en préliminaire. Au lendemain du signalement de la disparition, ce travail d'investigation porte ses fruits. 2 témoins, 2 voisins affirment avoir aperçu le garçon 1 heure à peine avant le coup de téléphone de la grand-mère aux gendarmes. Le témoignage de l'un d'eux, livré à nos confrères de BFM d'ici, a été rejoué par un journaliste de la rédaction. Ce jour-là, j'ai vu le petit descendre vers le lavoir. J'effectuais des travaux chez moi et à ce moment-là, j'étais dehors devant mes escaliers. C'est un peu après 16h45, le grand-père coupait du bois à une dizaine de mètres de l'enfant. Après, j'ai continué mes travaux à l'intérieur. Et quand j'ai passé une tête par la fenêtre quelques minutes après, j'ai vu la famille affolée qui cherchait le petit et qui a rapidement appelé les gendarmes. Un chien qui marque près du lavoir, 2 témoins qui disent avoir aperçu l'enfant seul dans le hameau. Plusieurs heures après le signalement de sa disparition, de premiers indices sont ainsi récoltés par les enquêteurs. De premières pistes, mais toujours aucune trace du petit Émile. Alors, pour élargir les recherches, le parquet de Digne-les-Bains diffuse un appel à témoins au niveau national avec photos et description du petit garçon, un blondinet aux yeux marrons de 90 cm, portant un haut jaune et un short blanc. Lundi 10 juillet, 6h du matin. 2 jours après la disparition, les battues continuent dans le hameau du Haut-Vernet et l'angoisse monte d'un cran. Désormais, une question hante les enquêteurs, mais aussi les habitants et le maire du Vernet, François Balic. Émile est-il toujours vivant ? Émile a passé 2 nuits dehors. Ici, la nuit, il fait que 11 degrés. C'est quand même frais. Et dans la journée, c'est la canicule. Mais de la nuit, on est en montagne, il fait froid. Alors, ce gamin qui n'aurait pas mangé, pas bu, bon, il a quand même des limites physiques. Donc c'est pour ça qu'on est angoissé. On se dit on va le trouver, il n'y a pas de problème. L'enfant s'est égaré. Moi j'étais samedi parmi les premières personnes à la recherche. On se dit on va le trouver. Puis hier on était étonnés de ne pas trouver. Alors aujourd'hui c'est quasiment l'angoisse, quoi. On est vraiment angoissé. Les grands-parents bien sûr, les parents, mais aussi les villageois. Face à l'inquiétude, face à l'incompréhension, de nouvelles hypothèses émergent, comme celle assez improbable de l'enlèvement par un animal sauvage. Moi, j'ai jamais cru une seconde à la rencontre avec un animal. Ce serait prêter une force à un loup, à un ours, à un aigle. L'enfant qui fait 10 kilos, je crois. C'est pas un aigle qui peut prendre une proie de cette taille, ni un loup, ni un ours, qui n'y avait peut-être pas d'ailleurs dans le secteur. Qu'on l'envisage, pourquoi pas, mais on tombe vite dans le fantasme. Donc moi, à titre personnel, j'ai écarté tout de suite cette hypothèse. Je crois que les enquêteurs n'écartent rien. En général, les gendarmes n'écartent rien, par principe.
Je pense qu'ils ont dû interroger les spécialistes de la faune locale pour écarter. Je ne pense pas qu'il y ait des ours dans ce secteur. 18h. Malgré une mobilisation de près de plusieurs centaines de citoyens, le ratissage de 12 hectares, l'audition de 25 personnes et la fouille de 12 véhicules, le petit Émile demeure introuvable. Et côté enquêteur, changement de braquet, les investigations évoluent et entrent dans une autre phase, comme l'annonce le préfet des Alpes de Haute-Provence, Marc Chapuis. Au total, ce sont près de 800 personnes qui se sont relayées depuis 2 jours pour tenter de localiser l'enfant dans un périmètre de 5 km autour de l'endroit où il a été aperçu la dernière fois, au Vernet. Malgré toutes ces recherches, nous n'avons pas pu, à l'heure où je vous parle, localiser l'enfant. Les recherches se poursuivront demain, mais nous allons adapter le dispositif pour qu'il soit plus ciblé et plus sélectif. Concrètement, on arrête les battues, on reste présent sur le terrain, on déploie des moyens spécialisés à la recherche de traces et d'indices, et on répond aux besoins de l'enquête judiciaire. Après 48 heures de recherche intense, l'arrêt des battues citoyennes interroge la pertinence de la piste de l'enfant égaré, jusque-là prioritaire pour les enquêteurs. Car comment est-ce possible que l'enfant soit encore introuvable ? Pourquoi n'a-t-on trouvé aucune trace, aucun indice dans les environs du Haut-Vernay ? Quand on est sur un terrain plat, ça va. Une forêt plate, mais quand vous êtes dans un terrain escarpé, c'est plus compliqué. C'est pour ça que j'ai toujours été un peu réservé quand on dit on a tout passé au peigne fin, centimètre carré par centimètre carré. J'y crois pas trop à ça, parce que quand vous êtes dans une région de montagne, avec, vous pouvez pas avoir la prétention d'avoir tout examiné, à moins que toutes les personnes aient même escaladé dès qu'il y a un rocher un peu, c'est pas possible. Hein. Surtout quand on recherche un petit corps. Mardi, 11 juillet. 3 jours après le signalement de la disparition, sur décision du maire, l'accès au hameau du Haut-Vernay est désormais bloqué. Seuls les gendarmes, pompiers et une unité de la Légion étrangère sont autorisés à se rendre sur place pour poursuivre les recherches. Des bottes de foin au sentier de randonnée, les enquêteurs dissèquent pendant 3 jours chaque parcelle des 97 hectares de champs aux alentours du hameau. Mais ces nouveaux ratissages n'apportent aucun nouvel indice déterminant et la piste de l'enfant égaré dans la nature prend alors du plomb dans l'aile. Désormais peu probable, la thèse reste tout de même envisagée par les enquêteurs. Jacques Dallest se souvient par exemple de l'affaire de la disparition de l'adolescent Lucas Tronche en 2015. On l'a recherché plusieurs années, imaginé toutes les hypothèses, et finalement, ça semble être l'hypothèse accidentelle, où il est allé grimper, où il est allé il a glissé en allant sur une espèce de rocher qu'il fréquentait, je crois, et il semblerait qu'il se soit un décès accidentel. Pas très loin de son domicile. Alors que tout avait été exploré, ce qui prouve bien qu'il était miraculeux qu'on retrouve des traces, parce qu'il y avait, je crois, des traces sur la paroi. Souvent, on recherche presque un corps blanc, visible, mais le corps peut être mettre en boule. Si on ne le retrouve pas tout de suite, avec les intempéries, la terre, les vêtements peuvent être terreux, les couleurs passent. Et finalement, on a du mal à visualiser, à voir un corps humain. Si ce corps se transforme en ossement, les os aussi deviennent terreux. Ils ne sont pas blancs, on ne les voit pas. Et ils seront dispersés après par les animaux sauvages. Donc ça peut expliquer qu'on ne retrouve pas, dans un certain nombre de cas, des personnes disparues en montagne, après des promenades. On croit qu'on a tout vérifié. Ça, c'est toujours mal compris par les proches qui disent « mais pourquoi on ne retrouve pas le corps ?» Mardi, 25 juillet. 2 semaines après la mise sous cloche du hameau du Haut-Vernay, les chances de retrouver l'enfant vivant dans la nature sont désormais quasi nulles. Décision est alors prise par le commandement des opérations de gendarmerie d'orienter les investigations vers la recherche d'un cadavre. Des chiens spécialisés sont déployés, appuyés par des drones pour baliser le terrain. Quelques jours plus tard, des plongeurs iront même jusqu'à explorer une réserve d'eau à proximité du village. Des recherches infructueuses et toujours aucune trace du petit Émile. 28 mars 2024. Pas de cadavre, pas de traces de l'enfant. 8 mois après le signalement de sa disparition, l'affaire est une véritable énigme. Sans véritable élément nouveau, toutes les pistes restent ouvertes et pour faire progresser les investigations,
les enquêteurs décident de revenir sur les traces du mystère. Une mise en situation est alors organisée au hameau du Haut-Vernay. Une mise en situation, c'est avec des témoins, visualiser les lieux et de voir ce que disent les témoins de ce qu'ils ont vu de l'enfant, pour croiser leurs explications, de quel endroit ont-ils vu l'enfant, etc. Pour justement matérialiser les déplacements des uns des autres, la position des uns et des autres. Ça s'accompagne généralement de prises de photos ou de films. Un album est versé au dossier pour montrer les angles de vue, montrer les distances que l'enfant a pu parcourir peut-être jusqu'au lavoir, des photos aériennes, tout ça. Maintenant, il faut qu'il y ait que ce soit versé au dossier. Pourquoi ? Parce que s'il y a un jour un procès, il faut que les jurés puissent avoir un dossier le plus concret possible, le plus explicite, qui se passe par des photos, des films, et que ce soit en plus acté en procédure. Sur place, Laurent Blanchard, accompagné du journaliste photographe Nicolas Valori, planque littéralement pour observer la scène. 17 personnes convoquées ce jour-là, donc 10 membres de la famille Vedovini et 7 personnes hors famille. Toutes les personnes sont invitées, sont amenées donc à répéter les faits et gestes effectués donc ce jour-là. Donc le grand-père, par exemple, donc, a sorti sa voiture parce que je vous rappelle donc, qu'il devait donc aller aménager un enclos à cheval donc, situé à quelques centaines de mètres du hameau. Et là, il montre aux gendarmes vraiment ce qu'il a fait ce jour-là. Donc tout est répété, tout est refait à l'identique pour que les gendarmes et les avocats puissent vraiment avoir une vue d'ensemble de la journée cruciale. Très attendu, cette mise en situation permet ainsi de faire une photographie du déroulé des faits au moment de la disparition. Mais du côté de l'enquête, et notamment sur la piste de l'enfant égaré, elle ne permet pas de faire d'avancées majeures. Hasard ou simple coïncidence, 2 jours seulement après cette mise en situation, l'affaire Émile va connaître son plus grand bouleversement. 30 mars 2024. Après plusieurs mois de recherche et d'investigation, l'enquête s'emballe. Lors d'une randonnée à proximité du hameau, Sadia, une habitante du Vernay, découvre l'impensable. En plein milieu d'un sentier, de manière complètement improbable, elle tombe sur un petit crâne humain. Là, ici. C'était là en plein milieu du sentier. Tout de suite, j'ai su que c'était le petit. C'est logique. J'habite au Vernay. On signale la disparition du petit et moi je trouve un crâne tout petit. Ben, tu fais vite le rapprochement. Hein. J'ai enveloppé et puis j'ai fait demi-tour. Et de là, j'ai gambadé jusqu'au Vernay en faisant attention de ne pas trébucher. Le lendemain, la macabre présomption de la randonneuse se confirme. Le crâne est bien celui du petit Émile. Pour le général David Galtier, cette découverte bouleverse tous les scénarios et accrédite dans un premier temps l'hypothèse de l'enfant qui se serait égaré seul. C'est le premier réflexe. On est passé à côté. Les enquêteurs n'auraient pas pu, dans leur recherche opérationnelle, retrouver le corps. En tout cas, c'est un réflexe naturel de dire c'est cette hypothèse-là. Peut-être qu'on est passé à côté. Mais alors, comment se fait-il que ce crâne ait été retrouvé là, au beau milieu d'un chemin, au hasard d'une randonnée ? Et pourquoi les recherches menées par des centaines de bénévoles, des enquêteurs spécialisés, des chiens, des hélicoptères, des drones, pendant des jours, des semaines et des mois, n'avaient rien donné ? Lors des premières recherches, les bénévoles qui avaient participé aux fouilles étaient passés par là. Ils ont ratissé, re-ratissé, refouillé. C'est les termes qu'ils emploient. Ils ont fouillé la zone vraiment de fond en comble. Et là, personne n'imagine que ce corps se soit trouvé là à ce moment-là. Et tout le monde s'interroge comment on a pu passer à côté d'un corps alors qu'on a fouillé la zone de fond en comble. En revanche, lors de la deuxième opération de fouille, donc personne n'est passé par là, ni les forces de l'ordre, ni les chiens spécialisés dans la recherche de cadavres. Alors on peut imaginer, mais c'est une thèse parmi d'autres, que les gendarmes aient considéré que la zone était inaccessible pour un enfant de 2 ans et demi, et peut-être que des recherches n'étaient pas forcément utiles une seconde fois. Dans les jours suivants, 2 nouvelles fouilles sont menées autour de ce fameux sentier. 2 avril 2025. Nouveau coup de théâtre dans l'affaire Émile. 3 jours après la découverte du crâne, ce sont cette fois-ci des vêtements de l'enfant qui sont retrouvés par les enquêteurs. De nouveaux éléments
comme autant de nouveaux indices, comme le révèle en conférence de presse le procureur de la République d'Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon. À proximité du lieu où le crâne a été découvert, un ruisseau descend la montagne. Le long de ce ruisseau, qu'on peut deviner par forte pluie devenir un torrent, ont été retrouvés par les enquêteurs hier, en contrebas du chemin, à environ 150 mètres du lieu de la découverte du crâne, certains vêtements que portait Émile le jour de sa disparition, c'est-à-dire un t-shirt, ses chaussures et une culotte, qui n'étaient pas rassemblés au même endroit, mais qui étaient éparpillés sur quelques dizaines de mètres. 8 avril 2025. Après des mois sans nouvel élément, sans nouvel indice, les rebondissements s'enchaînent. Après le crâne et les vêtements, une partie des ossements appartenant au petit Émile est trouvée par les enquêteurs. Des découvertes cruciales pour les investigations, mais qui n'apportent pour l'heure aucune réponse sur les causes de la mort du garçon. Pour en savoir plus, pour peut-être connaître la vérité, ces éléments sont envoyés à l'Institut de recherche criminelle de Bordeaux. 27 mars 2025. Un an après leur découverte, c'est désormais l'heure du verdict pour les analyses du crâne, des ossements et des vêtements. Au cours d'une nouvelle conférence de presse, le procureur Jean-Luc Blachon dévoile leurs résultats. Les conclusions de ces expertises, réalisées sur une durée de plusieurs mois, permettent désormais de considérer que les vêtements et les ossements retrouvés ont été transportés et déposés peu de temps avant leur découverte. Permettent aussi d'affirmer que le corps de l'enfant ne s'est pas décomposé dans les vêtements retrouvés dans la forêt. Permettent de considérer l'hypothèse que le corps n'est pas demeuré au même endroit et dans le même biotope au cours du processus de décomposition et qu'il n'a pas été enfoui. Et enfin, de caractériser la présence sur le crâne découvert de stigmates anatomiques évocateurs d'un traumatisme facial violent. Un corps déplacé au moins 2 fois, un traumatisme facial violent et une probable intervention d'un tiers, les révélations du procureur font l'effet d'une bombe. Déjà fragile, la piste de l'enfant égaré est donc désormais quasiment abandonnée. Restent alors 2 autres hypothèses pour les enquêteurs pour tenter de résoudre l'énigme de l'affaire Émile. 2 scénarios à découvrir dans les prochains épisodes. Découvrez dès maintenant, en exclusivité abonnée, le 2e épisode d'Émile sur laprovence.com et l'application La Provence. Émile est un podcast original La Provence. Tous les podcasts de La Provence sont à retrouver sur notre site et sur toutes les plateformes d'écoute.